Shalom, dans notre le Daf Kuf Gimel dans Masechet Baba Batra, nous reprenons à la Mishnah, donc au début du Perek, Kuf Bet, Amud Bet, Haomer Chavero Beit Kur Afar Animochalach, celui qui dit je te vends une superficie de Beit Kur, c'est une superficie d'un terrain, de terre pour semer. Yusham Nekaim Amokim Asarat Fachim, Oslaim Gevoim Asarat Fachim, et il se trouve dans ce terrain des trous plus profonds que 10 Fachim, à peu près 1 mètre, ou des rochers plus hauts que 1 mètre. Einan Nimnadin Aima, il ne compte pas dans la superficie qui est censée être vendue. Par contre, Mikan, s'ils sont moins profonds ou moins hauts que 10 Fachim, Nimnadin Aima, ils sont inclus dans ce qui est mesuré comme étant un terrain. Ve'im Amalo Bet Ke Bet Kur Afar, s'il a dit je te vends pas Bet Kur Afar, je te vends Ke Bet Kur Afar, comme à peu près un Bet Kur Afar, à ce moment-là, Afilua Yosham Nekaim Amokim Yotem Asarat Fachim, Oslaim Gevoim Yotem Asarat Fachim. Même s'il y a des trous ou des rochers qui sont plus profonds, respectivement, ou plus hauts que 10 Fachim, Relonim Danina Ema, ils sont inclus dedans parce que dans tous les cas, ils n'avaient pas proposé une valeur, une superficie précise. Maintenant, la Gemara, avant de commenter notre Mishnah, va parler d'une autre Mishnah qui parle de celui qui est Magdish Sadehu, celui qui sanctifie son terrain. Donc à l'époque où il y avait encore le Yovel et à l'époque où les gens avaient encore un terrain qui était hérité de père en fils depuis Yoshua ben Nun, en sachant que les terrains qui ont été donnés lors du partage d'Eretz Israël au temps de Josué, au temps de Yoshua, ces terrains-là se transmettaient de père en fils par Nachala, et même si un des descendants vendait le terrain, il vendait le terrain, mais au Yovel, au jubilé, donc une fois tous les 50 ans, le terrain revenait à son propriétaire d'origine, ce qui faisait que normalement, s'il n'y avait pas eu la galoute et tout cela, on aurait dû chacun garder la terre de nos ancêtres. Ça, c'est la première chose. Et on nous dit, si Tanatam, là-bas on dit, dans une Mishnah d'Erechin, Amagdish Shadehu Beshat Yovel, celui qui sanctifie son terrain, Beshat Yovel, à l'époque du Yovel, donc à l'époque où le jubilé existait encore, et donc que les terrains revenaient au jubilé. Notenlo, lorsqu'il veut racheter son terrain, s'il doit le racheter, il doit racheter comment ? Il doit donner les Bet Zera Chomer Seorim, il doit donner pour la superficie de Bet Zera Chomer Seorim, de quoi semer Chomer Seorim, c'est la quantité, il doit donner Chamishim Shekel Kasef, il doit donner 50 shekels en argent, c'est exactement la valeur que la Torah a dit, que lorsque quelqu'un veut racheter le terrain qu'il a sanctifié. Hayusham Nekaim Amokim Asarat Fachim, Oslaim Gevoim Asarat Fachim, s'il se trouve dans le terrain, là aussi des trous ou des rochers qui sont plus profonds ou plus hauts que 10 Fachim, En Nimdadin Aima, ils ne sont pas inclus dans le terrain pour arriver à la quantité de Beit Chomer Seorim. Par Rotmikan, s'ils sont moins profonds ou moins hauts que 10 Fachim, Nimdadin Aima. Ça, c'est une Mishnah qui, vous remarquez, ressemble un peu à la nôtre, c'est-à-dire qu'on estime que lorsque ces trous et ces rochers ne dépassent pas 10 Fachim, ils sont inclus dans le terrain, ils sont intégrés dans le terrain. S'ils dépassent, ils ne le sont pas. La Gemara se pose la question, Ve'amai, pourquoi finalement on n'estime pas qu'il devrait être sanctifié et avoir un statut de bête Chomer Seorim, Ve'amai, Likdeshu Ben Penav Shayou, même s'ils sont tellement imposants, tellement profonds, tellement hauts, qu'ils sont séparés du terrain, on devrait faire en sorte qu'il y ait 2 sanctifications. Même si ce rocher-là est imposant en lui-même, ou le trou est imposant en lui-même, on devrait dire que la personne qui sanctifie le terrain, sanctifie 2 terrains. Le terrain sans les rochers, et par ailleurs, le ou les rochers. Et on aurait à ce moment-là 2 terrains. L'agma dit Vechitema Kevandelo Avebeit Kur Lokache. Si tu voulais me dire que non, que si on sépare la sanctification en 2, on se retrouve à avoir des terrains qui ont moins que la quantité de Beit Kur, et peut-être que la Torah, lorsqu'elle a dit qu'il faut donner 50 shekel kesef pour un Beit Kur, tu aurais pu penser que c'est que quand il y a une certaine quantité, superficie minimale, c'est faux. Ve'atania, pourtant c'est une braïta qui dit, le mot sadé qui est marqué dans la Torah, ve'im gaol igal et as-sadé, s'il rachète le sadé, le champ, le mot là-bas sadé est en trop, c'est très bien que c'est le champ. Ve'im gaol igal, ou gaol igael on aurait pu dire. Mais on sait très bien que c'est le champ. Le mot champ étant en trop, on va apprendre que on peut sanctifier et racheter un terrain, quelle que soit sa superficie. Donc, Matalmud Lomar, qu'est-ce que la Torah a besoin de me dire ? Les fiches chez Neymar, puisque c'est marqué Zera Chomer Seorim B'Chamishim Shekel Kasef, c'est marqué dans la Torah que pour une superficie de Chomer Seorim,
tu paieras 50 shekels en argent. Eni la Agdish ben Yenazé. J'aurais pu penser qu'il n'y a que dans ce cas-là avec cette superficie. Minaïn les rabot, l'éther, c'est l'éther, je sais que je peux rajouter même le cas où il n'y a qu'un l'éther, ou la moitié d'un l'éther. CA, Tarkav, Khatsi Tarkav, des superficies de plus en plus petites. Talmud Omar, Sadeh, Mikol Makom. Et donc du coup, on voit ici qu'on peut sanctifier un terrain puis le racheter au Gizbar du Beth Amikdash, quelle que soit sa superficie. Donc la question revient. Pourquoi, même si tu considères que les trous trop profonds ou les rochers trop hauts ne sont pas intégrés au terrain, pourquoi lorsque la personne sanctifie ce terrain-là, au lieu de faire une sanctification unique et homogène, puisqu'effectivement ce sont des parties qui ne sont pas homogènes, tu as qu'à dire qu'en sanctifiant cette superficie-là, il a fait deux sanctifications. Une sanctification pour la terre et une sanctification pour le gros rocher ou les gros rochers. Et le fait que ce soit des superficies inférieures à Chomer Seori ne pose pas de problème, puisqu'on a une dracha qui nous a expliqué clairement que grâce au mot Sadeh, on apprend qu'il n'y a pas de superficie minimale pour pouvoir sanctifier. Alors la Gemara propose autre chose. Amar Rav Okva Bachama, Acha Benekaim Meleim Maim. Ici on parle de trous qui sont remplis d'eau. Dès là, parce qu'ils ne sont pas, c'est pas un endroit que l'on peut semer, que l'on peut travailler. Daikanami de Katane, la Gemara dit, tu peux même déduire cela de la Mishnah, Doumia des Slaim, qu'on a mis ça à côté de l'autre cas qui ressemble, c'est-à-dire les rochers, et ça doit ressembler. La même manière que les Slaim, que les rochers sont un endroit qui ne sont pas cultivables, pareil, pour le trou, ça doit être un trou qui n'est pas cultivable, sinon dans un trou on peut planter un arbre. Shmar mina. Donc du coup la Gemara nous explique que la raison pour laquelle on n'inclut pas les trous ou bien les rochers, c'est parce qu'ils ne sont pas cultivables et qu'ils ont une superficie trop importante. Et après la Gemara dit afilou pachot mikan. La Gemara dit si c'est ça. Même quand il y a moins que 10 tfachim de profondeur, ça devrait ne pas rentrer dans le terrain, puisqu'on a dit que c'est bet zera homer sorim, quelque chose qui est zera, qui est cultivable. Or, s'il y a de l'eau, qu'il y ait moins ou plus que du tfachim, cela n'est pas cultivable. La Gemara dit Anu nagane da'ara mikro, shidre da'ara mikro. La Gemara nous explique que les trous petits font partie finalement des petites variations qu'on peut avoir sur un terrain, ou shidre da'ara c'est pour les rochers, c'est aussi considéré comme étant. Tout cela, ce sont finalement des petites choses qu'on a dans un terrain. Donc ce qu'on explique ici, c'est que finalement, dans le cas là-bas de Erechin, donc dans le Ekdesh, la personne qui sanctifie son terrain, on va au moins conclure cette sugia-là. On a là-bas la même distinction, c'est-à-dire qu'en dessous ou au-dessus de Ditfachim, les trous et les rochers ne sont pas inclus dans le terrain. En dessous, ils le sont. La Gemara nous explique que là-bas, on parle d'un trou qui est rempli d'eau et qui n'est pas cultivable. Mais on voit bien que même pas cultivable, lorsque le trou est moins profond que 10 tfachim ou que le rocher est plus haut que 10 tfachim, à ce moment-là, moins que 10, donc à chaque fois, on estime que cela fait partie du terrain, puisque ça fait partie des imperfections d'un terrain, d'avoir des rochers ou des trous qui font moins de 10 tfachim. Maintenant, la Gemara se pose la question. Est-ce qu'on transpose tout ce commentaire chez nous à Hanami? Est-ce que ici aussi? Est-ce que ici, dans notre Mishnah, il faut dire que le trou qui est au-dessus de 10 n'est pas inclus dans la vente du terrain? Est-ce que c'est que lorsqu'il y a de l'eau dedans ou pas? Amar Rav Papa répond Afalpi, chez Enmeleim, même si le trou n'est pas rempli d'eau, ça n'est pas inclus dans le terrain. Donc il explique différemment. Il explique que ce qui est marqué là-bas dans Erechin, c'est une chose, mais chez nous, un trou de 10 tfachim, même s'il n'est pas rempli d'eau, fait en sorte qu'il soit exclu du terrain. Maïta Ama, quelle est la raison? Un homme, quand il achète avec une somme d'argent, il n'a pas envie d'avoir 2-3 terrains différents. C'est-à-dire ici que dans le Ekdesh à la limite, on pouvait imaginer à un moment donné que la personne, même si on ne sait pas les rochers du terrain, on peut très bien penser que la personne a sanctifié 2-3 choses différentes. Par contre, lorsque la personne acquiert, il y a aussi une logique de l'acheteur. L'acheteur a envie d'acheter un terrain, il peut avoir aussi également envie d'acheter des rochers, mais il n'a pas envie d'acheter en général des rochers qui sont éparpillés dans un terrain, et donc il ne veut pas avoir des propriétés qui sont complètement éparpillées et difficiles d'accès. Même si vous voulez utiliser des rochers, il aimerait avoir des rochers à un endroit, et il aimerait avoir un terrain à un autre endroit. Mais imaginez qu'il a envie d'avoir d'énormes rochers de plus de 1 mètre, et en plein milieu de son terrain, alors qu'on verra par la suite que c'est compliqué de
travailler, de labourer un terrain s'il y a des rochers. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle on dit que chez nous, c'est la profondeur ou la hauteur qui va déterminer la logique de l'acheteur et non pas, qui n'est pas la même logique que la personne qui sanctifie, qui se débarrasse de quelque chose. La Gemara va objecter, Matkif la Ravina, la Gemara va objecter à Rav Papa avec le même type de logique qu'on a utilisé dans la Mishnah qui parlait du Ekdesh. On avait dit là-bas que quelle était la preuve qu'on parlait de trous remplis d'eau, alors que c'est pas marqué. C'est parce que puisqu'on a juxtaposé le cas du trou et le cas du rocher, c'est sûrement pour nous apprendre que l'un et l'autre doivent se ressembler. Quelle est la ressemblance? C'est que le rocher n'est pas cultivable. Or, un trou, pour qu'il ne soit pas cultivable, est forcément rempli quelque chose, en général rempli d'eau. Matkifla, Ravina, objection de Ravina, avait Adomia Deslaim Katane. On l'a juxtaposé au cas du rocher, seulement pour dire que ça se ressemble. Maslaim de la Venezri Aninu, de la même manière que le rocher n'est pas cultivable. Afanelami de la Venezri Aninu, pareil pour ces trous-là, qui ne sont pas cultivables, sous-entendu, remplis d'eau. La Gemara répond Kikatane Adomia Deslaim, Apachot Mikan. Non, tu as raison qu'il y a une ressemblance, mais la ressemblance, elle n'est pas sur le cas où les rochers ou les trous font plus de 10 farim et donc sont exclus du terrain, mais sur les cas où ils font moins de 10 farim. Pour nous apprendre quoi? Que lorsque l'on nous dit qu'à moins de 10 farim, un trou est inclus dans le terrain, c'est même lorsqu'il est rempli d'eau. Tu aurais pu croire qu'il n'est inclus dans le terrain quand il fait moins de 10 farim que lorsqu'il est cultivable, puisqu'on t'a dit que c'est la même chose pour un rocher qui fait moins de 10 farim, c'est venu t'apprendre que le trou dont on parle, c'est même un trou qui est rempli d'eau. Donc la ressemblance, elle sert pour nous montrer qu'à moins de 10 farim, c'est quoi qu'il arrive, quel que soit le cas, inclus dans le terrain. Mais dans le cas où il y a plus de 10 farim, on n'a pas forcément de ressemblance à trouver entre le cas de Slaim et le cas de Nekaim. On reprend la Mishnah qui disait que Pachod Mikan Nimnadin Aima, que lorsqu'il y a moins de 10 farim, on a donc des rochers ou des trous qui sont inclus dans le terrain. Maintenant, la Gemara justement va nous expliquer qu'il faut tout de même que c'est... on va nous parler justement du rapport. Qu'il y a combien de rochers on peut supporter, même s'ils ont moins de 10 farim, on ne peut pas non plus supporter qu'il y en ait une trop grande quantité. Alors, Amar Rabbi Yitzhak nous explique déjà le pourcentage. Trashim, ici ce sont les rochers. Chez Amrou dont on a parlé. Bet Arba'at Kabin, c'est la quantité de 4 cabines. 4 cabines donc pour un cours. Alors, si on reprend un cours, c'est 30 CA, et une CA, c'est 6 tfachim. Donc un cours, ça fait 30, 30 fois 6, ça fait 180. Donc un cours en cave, ça fait 180. Et donc c'est 4 cabines pour un cours, donc 4 cabines pour 180. Et donc du coup, c'est 1 par 45. C'est ça le rapport qu'il y a entre les rochers, qui sont petits, et le terrain. S'il y a ce ratio-là, à partir de ce ratio-là, ça commence à être problématique. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas travailler le terrain avec ces rochers-là. Amar Ravugwa Bachama. Alors maintenant, on nous explique qu'au-delà du pourcentage, il faut aussi que ce soit éparpillé. Si c'est au même endroit, à ce moment-là, on estimera que c'est un endroit rocailleux et qu'il est exclu du terrain. Donc il faut que ce soit tout de même assez méfouzard. Quel est le degré justement de dispersion qu'il faut? On va avoir une marloquette. Ravugva Bachama, Ve'ushemuvlaim, Bechabeshet Kamin. Il faut que les 4 cabines, ou moins que 4 cabines, soient éparpillées dans au moins la superficie de 5 cabines, ce qui n'est pas énorme. Il faut juste vraiment pas que ce soit très serré. Rabbi Chia Baraba n'est pas d'accord. Amar Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yochanan, Ve'ushemuvlaim, Beruba, Shel Sadeh. Lui pense qu'il faut que ce soit éparpillé dans la majorité de la superficie du terrain. Si ils ne sont pas éparpillés, ces 4 cabines, dans la majorité de la superficie, parce que la majorité vaut totalité, si c'est éparpillé dans la majorité, on estimera que ce sera éparpillé partout. Maintenant, autre question. Baer Rabbi Chia Bar Abba. C'est le même Rabbi Chia Bar Abba qui pose une question. Maintenant, Ruban Bemiroutan. Lorsqu'on a... Alors, rappelez-vous qu'on vient de dire à l'instant que le Rov, la majorité, fait office de totalité. Rubo Kekulo. C'est une logique que l'on retrouve dans la Torah de Harabim Latot. Maintenant, ici, on a vu que du coup, si les 4 cabines sont... Donc, on n'a pas besoin qu'ils soient éparpillés dans tout le terrain. On a besoin qu'ils soient éparpillés dans plus de la moitié. S'ils sont éparpillés dans plus de la moitié, c'est bon. Donc on a dit qu'un cours c'était 30 CA. Il suffit que dans 16 CA ou 15 et quelques, on ait ces 4 cabines de rochers pour que ce soit bon. Parce qu'on estime que le fait que ce soit éparpillé dans la majorité,
C'est comme si c'était éparpillé dans la totalité du terrain. Maintenant, un autre cas qui va encore utiliser cette logique de Rov, lorsque la majorité des rochers, on a 4 cabines de rochers, 4 caves de rochers, c'est la quantité maximale tolérée. Quand, non pas eux-mêmes, mais leur totalité, leur majorité est éparpillée Bemiaruta, dans la partie la plus petite du terrain, ou l'inverse, ou leur minorité, la plus petite partie, Beruba, Mahou, c'est quoi le cas? Est-ce qu'ici on utilise encore une fois la majorité ou pas? La Gemara dit, Teiku, ça fait partie des questions qu'on aura dans ce DAF, qui seront sans réponse jusqu'à la venue d'Eliaou Hanavi. Maintenant la Gemara va poser d'autres questions, c'est au niveau de l'emplacement des rochers. Donc là encore une fois on est dans la partie de la Mishnah qui avait dit qu'en dessous d'une certaine hauteur, les rochers peuvent être inclus dans le terrain. On estime tout de même, on nous explique le ratio. Le ratio tout de même, c'est 1 sur 45. Il ne faut pas que ce soit plus d'un 45e du terrain. Après, comment ça doit être éparpillé? Est-ce que c'est 4 cabines sur 5 cabines ou 4 cabines sur la majorité? C'est une marloquette. Et après, on a vu qu'est-ce qu'on fait quand la majorité des rochers sont sur une minorité du terrain. Est-ce qu'on estime déjà que c'est comme si tous les rochers étaient au même endroit? Et à ce moment-là, cela pose problème. Et la Gemara n'avait pas répondu, t'es coup. Maintenant, autre chose, c'est la manière qu'ils ont d'être placés dans le terrain. Alors, lorsqu'on labourait la terre, on l'a labouré, comme nous dit les commentaires, shtiva erev, en long et en large. Ce qui veut dire qu'on a besoin de passer dans les deux sens, en long et en large. Ce qui veut dire que, du coup, dans un terrain, la meilleure manière, finalement, pour avoir le moins de pertes par rapport à ces rochers-là, il faudrait que les rochers soient vraiment au bord. S'ils sont au bord, on perd simplement presque l'endroit des rochers et l'endroit qui est le plus près. Dès que c'est au milieu, ça va poser problème parce qu'à la fois au-dessus et à la fois en dessous, on va avoir du mal à passer avec la machine parce que l'instrument pour labourer s'abîme, se casse avec les pierres. Donc, Baï Rabbi Irmia, maintenant la Gemara va poser des questions un peu plus complexes. Si c'est en carré, sur les bords, à la limite ça va. Maintenant, la question de Rabbi Irmia, c'est des cas un peu plus complexes. Et là, on va utiliser les dessins de Rashbam. Quand les rochers sont placés, Kesher. Kesher, donc c'est en rond, c'est le premier dessin qu'il y a dans Rashbam. C'est en rond, Mahou. Keshura, Mahou, là on a tourné le daf, on est Kouf Gimel, c'est là qu'on a les dessins en haut. Keshura, donc Shura, ici c'est une ligne droite. Donc la ligne droite qui fait en sorte que juste au-dessus, juste en dessous, on ne peut pas passer en long et en large, et donc on perd une partie du terrain. Maintenant, autre cas, à chaque fois on va dans des cas de plus en plus complexes. On a dit Itztadin, Itztadinim, Mahou, c'est le dessin qui est en dessous du rond, c'est une sorte de corne. C'est la corde de Shor, du taureau à Itztadin, Shor des stades. Derech Akalaton, Akalaton Mahou, Akalaton c'est en zigzag, Akalaton, et donc on voit sur le dessin, c'est une sorte de V, de W ou de M. Teku, sur tous ces cas-là, la Gemara, encore une fois, nous dit qu'il n'y a pas de réponse. Tana, Mbraïta, Im, Haya, Sela, Yechidi. Maintenant, on nous explique que lorsqu'il y a un seul rocher, mais que le rocher est à l'extérieur, mais collé à l'extérieur, collé au terrain, En Nimdan Aima, il ne fait pas partie du terrain. Mais le chidouche, je vais Im Haya Samour la Metzar, s'il est à l'intérieur, mais qu'il est vraiment collé à la frontière, à Filou Kolcheou, En Nimdan Aima, il ne fait pas non plus partie du terrain. Donc on apprend ici que au-delà de la hauteur, au-delà de la quantité, il y a aussi un emplacement. S'il est vraiment collé à la frontière du terrain, on commencera à mesurer le terrain après lui et on ne l'inclura pas dans le terrain. Donc la personne devra donner bait court, mais encore une fois en excluant ce rocher-là qu'elle ne pourra pas inclure dans la superficie. Question maintenant. Dans le cas où on a un rocher, imaginons qu'on a une frontière, on a vraiment une frontière définie. Le rocher, on a dit, lorsqu'il est collé à la frontière, il sort du terrain. Maintenant, il n'est pas collé à la frontière. Il est espacé de quelques dizaines de centimètres. Alors, si entre lui et la frontière, il y a de la terre, on a dit, c'est évident que ça fait partie du terrain, puisque ça n'est que lorsqu'il est réellement collé à la frontière qu'il sort du terrain. Maintenant, la question, c'est lorsque il n'est pas collé à la frontière. Simplement, ce qui le sépare de la frontière, ce n'est pas de la terre, c'est de la cendre. Donc quelque chose qui n'est pas non plus cultivable. Est-ce que on estime qu'il est séparé de la frontière parce que c'est vrai que géographiquement il est espacé, ou est-ce que puisqu'il n'y a pas de terre,
cultivable entre lui et la frontière, on estime que c'est comme s'il était collé à la frontière. C'est quoi? Quelle est la chose qui détermine la proximité à la frontière? Est-ce que c'est le fait d'avoir une terre cultivable ou est-ce que c'est la proximité Match nul. géographique? Teku, pas de réponse. Bae Ravashi, nouvelle question de Ravashi. Afar milemata vetsunma lemala. En général, un rocher est à la fois enfoncé dans le sol et à la fois à une partie émergée. La question maintenant de Ravashi, c'est dans le cas où il y a une des deux conditions qui n'est pas respectée. C'est-à-dire que l'on a un rocher qui est totalement émergé, qui est posé au-dessus du sol, qui n'est pas enfoui dans la terre et qui n'est pas en contact, ou sinon qui est totalement enfoui dans la terre et qui ne sort pas du tout de la terre. Est-ce que c'est encore un statut de rocher ou pas? Il a aussi Teikubai Ravashi. Lorsque on a de la cendre en dessous et qu'on a le rocher qui est posé au-dessus. Après, on n'a pas dit simplement un rocher qui est posé. C'est parce qu'un rocher, quand il est posé sur la terre, il s'enfonce forcément. Et donc ici, il faut forcément qu'il y ait de la cendre pour que même lorsqu'il s'enfonce dans la cendre et non pas dans la terre. Sa première question, Rafa Milemarla, lorsqu'on a de la terre au-dessus, Vetsunma Milemata, et on a un rocher qui est entièrement enfoncé et qui, même par le dessus, n'est pas relié à la terre puisque c'est de la cendre, Mahou, question, est-ce que ça c'est inclus ou pas? La Gemara, là aussi, conclut par un Teiku. Et la Gemara enchaîne sur une nouvelle Mishnah dont on avait parlé à 2 ou 3 reprises. Beit Kour Afar Ani Mocherlach Mida Bechevel, celui qui vend une superficie de Beit Kour Afar, de terre, Beit Kour de terre. Et il lui dit Mida Bechevel, je mesurais par une corde. Donc c'était à l'époque la manière qu'on avait de mesurer une superficie. Donc il lui prévient que ce sera mesuré précisément. Pichet Kolcheu, s'il lui a donné un peu moins que la quantité prévue, Yenake, il devra à ce moment-là le vendeur lui rendre l'argent. Au tir, s'il lui a donné un peu plus de terrain, Kolcheu, Yachazir, à ce moment-là, celui qui a acheté devra rendre. Ve'imamar en chaser en yater, s'il lui dit plus ou moins, je te vends plus ou moins bête court, à ce moment-là, Afilou Pichet Rova les CA, même s'il a donné moins que, alors c'est quoi là-bas? C'est Rova les CA. Rova, c'est le quart d'un cave. Le quart d'un cave par rapport à un CA qui vaut 6 cabines, donc c'est encore une fois un 24e, on avait déjà vu cette valeur-là. Au tir Rova les CA aussi, il a donné plus d'un 24e. À ce moment-là, Igiro. De cours, voilà. Si c'est cela, Igiro, jusque-là, ça va. Yoter Mikan, si c'est plus, non. Et il y a assez Kheshbon, il fera un calcul. Donc on voit ici que lorsque la personne dit je te vends une superficie qui lui dit Mida Bechevel, mesuré à la corde, on ne tolère aucune erreur. Il faudra rendre le surplus ou ce qu'il y a en moins. Si par contre il lui dit à peu près, on va tolérer jusqu'à un 24e. Yoter Mikan, au-dessus d'un 24e, il y a assez Kheshbon, on fera un calcul. L'agma dit Ma'ou Machazirlo, qu'est-ce qu'il rend? Donc dans le cas où on a donné plus que le terrain, la personne qui a acheté devra rendre quoi? Alors l'agma du Ma'ou Machazirlo, Ma'ot. On dit, c'est-à-dire qu'en fait on force l'acheteur qui a reçu plus que le terrain prévu, on le force à acheter la partie le plus d'un 24e qu'il a reçu en plus. Ve'im Ratsa Machazirlo, Karka. Et si le vendeur, lui, au lieu d'avoir de l'argent en plus, préfère récupérer le terrain en plus, on lui rend. Donc vous avez vu que qui a le droit de décider? C'est le vendeur. Pourquoi? Pourquoi on a forcé l'acheteur à acheter, si ce n'est lorsque le vendeur ne veut pas? Liapot kochosh el mocher, pour faciliter la vie au vendeur. Pourquoi? Chez Imshir Basade bet Tish Akabin Bagina, parce que non mais ça c'est la suite, c'est une logique en fait. C'est parce que la personne qui vend un terrain, elle a vendu un grand terrain. Et c'est très compliqué pour lui après de s'occuper d'une petite partie. Si c'est juste un peu plus qu'un 24e, que va-t-il faire avec un petit terrain? C'est plus facile pour la personne qui a acheté le terrain maintenant de s'occuper d'une superficie qui est un peu plus qu'un 24e qui est à côté, plutôt que le vendeur qui n'est plus propriétaire de venir s'occuper d'un petit chétard. Maintenant, on nous explique qu'en fonction de ce qu'on a dit dans la Mishnah, chez Imshia Basade Beit Tisha Kabin ou Begina Beit Chatzikav, donc on donne les exemples, c'est dans le cas où il a laissé pour un terrain qui fait donc 9 cabines, donc c'est 1 CA et demi, et ou Begina pour Gina Beit Chatzikav, l'équivalent de 1 Chatzikav, donc on a dit que normalement c'est un quart d'un cave pour 6 cabines, là ici on a la moitié d'un cave pour 9 cabines, donc on a bien une quantité qui est au-delà de 1 24e. Urde Rabbi Akiva, mais selon Rabbi Akiva, Beit Rova Mahazirlo et Takarka. Selon Rabbi Akiva, c'est spécial dans Gina, c'est une chita particulière qu'on verra. Lui, au-dessus d'un quart,
on rendra le terrain. Lo et arova bilvad ou machazir, et là, kol amota, et il ne rend pas dans ces cas-là que le rova, que le quart qu'il y a en plus, il rendra, enfin que le 1/4, il rendra tout ce qu'il y a en plus. Rappelez-vous, c'était ce qu'on avait vu aussi. Est-ce que lorsque l'on rend, on doit rendre que la partie qui est au-dessus de ce qu'on tolère? On tolère une erreur de 1/4. Est-ce qu'on rend que le surplus par rapport à 1/4, ou est-ce que l'on rend tout? Là, ici, on nous dit que on ne rend pas que le rova, on vend tout. Nouvelle petite question dans la Gemara, qui est logique, c'est que dans la Mishnah, on a parlé de deux cas. On a parlé de celui qui vend mida bechevel. Il dit, je te vends mesuré à la corde de manière précise. On a dit quel était le statut. Après, on a dit, je te vends à peu près. La Gemara pose une question, elle dit, attends, et celui qui ne dit rien? Celui qui dit, je te vends un bête court. Il n'a pas dit précisément, et il n'a pas rajouté non plus à peu près. Quelle est la valeur de cette expression? Ibaleu, stama, bête court stama, s'il a dit bête court sans rien dire. Maï. Alors, Gemara essaie de déduire. Tashma, regarde notre Mishnah. Bête court, enfin, nimochalach, mida bechevel. Puisqu'au début, on a dit dans la Mishnah que celui qui vend et qui précise mida bechevel, mesuré à la corde. Pachot, kolcheo, yinake, yater kolcheo, yachazi. On a vu que dès qu'il manque un peu, il faut qu'il rende, ou si en plus il faut qu'il rende. Astama, tu vois bien que si on n'a rien dit, en chaser, en yater dame, c'est comme si on avait dit à peu près. Là, m'a dit, mais non, parce que tu vois bien qu'après la Mishnah dit quoi? S'il a dit à peu près. Donc tu vois bien que pour pouvoir être large, il faut qu'il ait dit à peu près. Et il m'a séfa, regarde la fin. Mais imamalo en chaser, en yater. Tu vois bien que la Mishnah a dit clairement que dans le cas où on est large, c'est quand on a dit plus ou moins. Afilou pichet rova. Les CA, oti rova, les CA, et on a dit qu'on tolère jusqu'à un 24e. Astama, tu vois bien que si tu es précis, ça veut dire que s'il n'a rien dit, tu ne peux pas être large, puisque sinon on n'aurait pas précisé ça. Kimida Bechebel, tu vois bien que si on n'a rien dit, c'est comme si on était précis. Damé, et là, mais Alikale Mishma Mina, la Gemara conclut qu'on ne peut pas déduire de notre Mishnah une quelconque déduction, puisqu'on a deux déductions qui sont totalement opposées. Le fait qu'on ait dit que l'on est précis lorsque la personne dit qu'elle va être précise, on est large lorsque la personne précise qu'on fait les choses de manière approximative, on ne peut pas déduire de l'un ou de l'autre, puisque finalement, lorsqu'on déduit de l'un quelque chose, on déduit l'autre. L'agma, Tashma, c'est le daf de demain, le daf de Shabbat.